Bonjour mes abonnés, j'espère que vous vous portez très bien, très content de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va se porter sur la génétique, donc la suite de quelques notions de base qu'on avait déjà commencé à aborder. Donc aujourd'hui je me propose de continuer ça, d'accord? Parce que déjà il y a eu un bon retour de votre côté, d'accord? Donc aujourd'hui on va voir le test cross. Le test cross. Donc on va essayer de comprendre l'application du test cross, d'accord, l'utilité ou l'importance du test cross dans la génétique, donc dans le dihybridisme, le monohybridisme. Déjà, c'est un mot en anglais qui veut juste dire un croisement, ça veut juste dire un croisement de retour. Non, pardon, un croisement test. Là, c'est en parlant plus de test de back cross. Donc le test cross, c'est un croisement de test. D'accord? Qu'on va essayer de voir son importance dans le dihybridisme et dans le monohybridisme. Alors, dans le monohybridisme, c'est-à-dire qui est la transmission d'un seul caractère, c'est-à-dire l'étude de la transmission d'un seul caractère, ici, quand on prend un caractère dominant, par exemple, un caractère dominant, d'accord, dans le cas de monohybridisme, le caractère dominant, ici, on le sait, il possède deux génotypes. Voilà, il possède deux génotypes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un A, d'accord, sur un grand A, le premier, ou bien vous pouvez aussi avoir un A et sur le petit a. Voilà le deuxième phénotype, génotype, pardon. Donc, dans le cas d'un caractère dominant, il a toujours deux génotypes. Mais le problème, c'est connaître son génotype dans, voilà, dans chaque cas, parce que après, quand vous avez devant vous un caractère dominant, par exemple dans le cas du maïs, d'accord, vous avez le maïs jaune. Voilà, vous avez un caractère dominant qui est jaune, vous voyez que c'est un phénotype qui s'exprime. Mais qu'en est-il de son génotype? Parce que c'est ça qui est plus important, le génotype. C'est-à-dire que si vous voulez faire un croisement, imaginez le résultat à la fin, vous devez au moins connaître le génotype. Alors le génotype ici, puisque c'est un caractère dominant, ça peut être un jaune, donc un grand G sur un petit B, blanc, ou bien ça peut aussi être un jaune, d'accord, sur le jaune. Donc il y a forcément pour un caractère dominant, deux types de quoi? De génotype. Maintenant, pour connaître le génotype en ce moment-là, on fait appel à quoi? On fait appel au test cross. Donc ici, on va faire appel au test cross. Alors le test cross va nous permettre de connaître avec exactitude le génotype du caractère dominant. Alors ça, c'est dans le cas où on a un caractère dominant, on sait qu'il y a deux génotypes. Mais dans le cas où le caractère étudié, c'est un caractère qui est récessif, mais lui, il a juste un seul génotype à retenir. Le caractère dominant, il a deux génotypes, mais le caractère récessif, il a justement un seul génotype. Voilà. Donc, il y a forcément A sur, donc petit a sur petit a. Maintenant, le cas où nous sommes dans le caractère dominant, si on veut connaître le génotype, on fait appel, comme on a dit, au test cross. Alors le test cross, c'est-à-dire on va juste croiser l'individu qui a un caractère dominant avec un individu à caractère récessif. Et on s'attend au résultat, d'accord? On s'attend au résultat. Alors si le résultat est homogène, c'est-à-dire que tous les individus possèdent le caractère dominant, on sait que la première loi, d'accord, la première loi de Monsieur Mendel, d'accord, est vérifiée. Alors, si la première loi de M. Mendel est vérifiée, ça veut dire que les parents croisés sont de la race pure. Voilà, race pure, qui veut juste dire homozygote. Homozygote. Voilà, ça veut dire donc que le A, il est forcément grand A sur grand A. Voilà. Mais dans l'autre cas, on peut aussi avoir un résultat qui est hétérogène. C'est-à-dire que il y a le A qui s'exprime et il y a aussi le petit a qui s'exprime. D'accord? En ce moment-là, on dit que la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc en ce moment-là, les parents
d'accord, ne sont pas de la race pure. Donc les parents sont forcément hétérozygotes, ou bien l'un est hétérozygote. C'est-à-dire que les deux peuvent être hétérozygotes, ou soit l'un des parents est hétérozygote. D'accord? Et dans ce moment-là, nous sommes dans cette situation-là parce que dans le cas de récessif, il est forcément homozygote, donc c'est lui qui est forcément hétérozygote. Voilà l'importance en fait du test cross dans le cas du monohybridisme. C'est-à-dire que lorsque on étudie la transmission d'un seul caractère, à partir du moment où vous avez un caractère qui est dominant, on sait qu'il a toujours deux génotypes. Alors pour savoir le génotype exact, on fait un test cross, c'est-à-dire qu'on croise l'individu du caractère dominant avec un autre individu du caractère récessif. Et on s'attend au résultat. Si tous les individus sont on va dire, si la génération est homogène, c'est-à-dire qu'il y a juste le caractère dominant qui s'exprime, en ce moment-là, on fait un retour au niveau des parents. On sait que la première loi de Mendel est vérifiée, donc les parents sont forcément de la race pure. Et dans le cas où la génération est hétérogène, ça on sait que les parents, les deux peuvent soit être hétérozygotes ou l'un des deux peuvent être hétérozygote. Ok, voilà. Alors voilà donc l'importance du test cross dans le monohybridisme. Alors dans le cas du dihybridisme, en fait, ça quand même, il faut quand même qu'on en parle parce que ça vient souvent. Alors dans le cas, donc le test cross, dans le cas du dihybridisme, d'accord, du dihybridisme. Alors dans le cas du dihybridisme, donc on va croiser justement un individu F1, d'accord, croisé avec un parent qui est récessif. Alors ici, on va s'attendre à trois types de résultats. Suivez. L'importance en fait du test cross dans le dihybridisme, c'est pour connaître la localisation. Ça, je devais quand même la localisation de quoi? Des gènes. Voilà, connaître si les gènes sont indépendants ou les gènes sont liés. Donc l'importance en fait du test cross dans le dihybridisme, ce n'est pas la même importance dans le monohybridisme. Dans le monohybridisme, c'était juste de savoir si le caractère est dominant, sachant qu'il présente deux génotypes, quel est le génotype en fait de l'individu. Voilà, juste connaître le génotype de l'individu. Maintenant, dans le cas du dihybridisme, attention, l'importance ici, c'est de permettre de localiser en fait les gènes. C'est-à-dire si les gènes des deux, puisque c'est deux caractères qu'on étudie, s'ils sont liés, c'est-à-dire portés par un même chromosome, ou soit ils ne sont pas liés, portés par des chromosomes différents. Alors là, c'est un F2, d'accord, qu'on va essayer de faire, c'est F1 fois un parent, et on s'attend au résultat, d'accord, on s'attend au résultat. Si le résultat nous donne 4 phénotypes, d'accord, si le résultat nous donne 4 phénotypes avec les mêmes pourcentages, avec les mêmes, d'accord, les mêmes pourcentages, donc avec les mêmes pourcentages, c'est-à-dire 25%, d'accord, 25%, 25%, 25%. Alors ici, la loi de Mendel, la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. D'accord? Donc la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. En ce moment, on dit que les gènes sont comment? Sont indépendants. Indépendants. Voilà. Donc ici, dans le premier cas, quand vous faites un test cross dans le dihybridisme, quand vous avez 4 phénotypes en fait, avec les mêmes pourcentages, donc 25%, 25%, 25%, mais la conclusion ici, c'est que les gènes sont indépendants. C'est-à-dire que la troisième de loi de Mendel n'est pas respectée, et donc les gènes sont forcément indépendants. Je dis bien indépendants, à retenir. Alors, le deuxième résultat, si nous avons deux phénotypes en fait, d'accord, avec les pourcentages, donc soit 50%, d'accord, 50%, d'accord, là on dit que les gènes sont comment? Les gènes sont liés, ah, attention, là c'est lié, d'accord, sans crossing over, donc sans crossing over. Donc, dans le deuxième cas, si vous avez deux phénotypes seulement, avec les pourcentages 50-50, les gènes sont liés, mais il n'y a pas de crossing over. D'accord? Les gènes sont liés, il n'y a pas de crossing
over. Et dans le troisième cas, voilà, vous avez 4 phénotypes. D'accord, vous avez 4 phénotypes avec des proportions inégalement reparties, c'est-à-dire que vous avez des pourcentages plus élevés qui vont avoir les phénotypes de type parent, et vous avez des pourcentages les moins élevés de type recombiné. D'accord? En ce moment-là, on parle que les gènes. Donc la conclusion ici, c'est que les gènes sont liés, voilà, sont liés. D'accord, sont liés avec crossing over. Alors c'est important parce que c'est important de savoir ces différents résultats parce que ça va nous orienter à chaque fois dans les exercices, savoir si les gènes sont liés ou si les gènes ne sont pas liés. Donc quand vous faites un test cross dans le cas du dihybridisme, on a 3 types de résultats. Et ces 3 types de résultats, on va dire, garde des informations très essentielles dans la résolution des exercices. Dans le premier cas, on a 4 phénotypes avec les mêmes pourcentages. Donc ici, on dit que les gènes sont indépendants. Alors, lorsque les gènes sont indépendants, l'apparition de nouveaux phénotypes, parce que après, vous allez voir qu'en F2, on retrouve les phénotypes de type parent et des phénotypes de type qui ne reflètent pas des parents en fait. Alors, l'apparition ou l'origine en fait des phénotypes nouveaux qui ne ressemblent pas à des phénotypes des parents, généralement proviennent soit du brassage, c'est important de le dire, soit du brassage qu'on appelle interchromosomique, d'accord? Attention, le brassage interchromosomique conduit à la formation de nouveaux phénotypes en dehors des phénotypes de type parent. Ça, généralement, c'est en F2. Donc, en F2, lorsqu'il y a l'apparition de nouveaux phénotypes qui ne ressemblent pas à des parents, attention, rappelez-vous donc que ça peut soit provenir du brassage interchromosomique. Mais lorsque ça résulte du brassage interchromosomique, attention, ces nouveaux phénotypes vont avoir les mêmes effectifs. C'est-à-dire vont avoir les mêmes pourcentages que les phénotypes de type parent. C'est dans ce cas où je vous présente ici 25%, 25%, 25%, 25%. Donc dans ces 4 phénotypes, on a les phénotypes de type parent dedans et de nouveaux phénotypes en fait qui vont provenir du brassage qu'on appelle interchromosomique. D'accord? Alors, il y a aussi le brassage intrachromosomique. Voilà. Ce brassage intrachromosomique, généralement c'est en F2 toujours dans le cas des exercices, ce brassage intrachromosomique ce brassage va être à l'origine aussi de nouveaux phénotypes. C'est comme on a dit, les deux sont à l'origine de nouveaux phénotypes, en dehors des phénotypes de type parent. D'accord? Alors ces phénotypes-là, d'accord, vont avoir des effectifs mais différents des effectifs de type parent. Alors, rappelez-vous que dans le cas de brassage interchromosomique, on a rappelé que ça va conduire à la formation ou à l'apparition de nouveaux phénotypes, mais ces phénotypes vont avoir les mêmes fréquences en fait d'apparition ou les mêmes pourcentages que des types parents. Mais dans le cas de brassage intrachromosomique, attention, les phénotypes nouveaux qui vont provenir en fait de ce brassage ne vont pas avoir en fait les mêmes pourcentages que le type parent. Donc nous sommes dans ce cas-là en fait. Donc ici, c'est le brassage intrachromosomique qu'on appelle le crossing over, parce que c'est le crossing over qui est à l'origine en fait de quoi, qui explique le brassage intrachromosomique. Donc le brassage intrachromosomique, c'est le crossing over. Et donc c'est le crossing over qui va être à l'origine de l'apparition des nouveaux phénotypes en fait qui sont différents de type parent. Et donc, les pourcentages ici sont faibles par rapport à des pourcentages de type parent. Pourquoi? Parce que le phénomène de crossing over est un phénomène très rare. C'est un phénomène très rare, donc c'est ce qui explique généralement que les phénotypes de type, des nouveaux phénotypes qui résultent de ce brassage-là, présentent en fait des effectifs les plus faibles par rapport au type parent. Donc ici, on va parler en termes de équiprobabilité. D'accord? C'est-à-dire que les nouveaux génotypes, phénotypes si vous voulez, et des phénotypes de type parent, vont avoir le même pourcentage. On parle de équiprobabilité.
Voilà. D'accord? Ici, on parle de brassage interchromosomique. Mais dans le deuxième cas, dans le cas où il y a 4, d'accord, 4 phénotypes, attention, on a dit, il y a toujours de type parent, mais les nouveaux phénotypes qui vont apparaître résultent du brassage intra-chromosomique qu'on appelle le crossing over. Et ici, le pourcentage est faible. Pourquoi? Parce que le crossing over, c'est un phénomène très rare. Très rare, donc c'est ce qui explique que les phénotypes résultant de ce phénomène vont avoir un effectif ou les pourcentages les plus faibles par rapport au type parent. Alors, une question vous est posée, est-ce que le crossing over c'est un phénomène obligatoire? Est-ce qu'il n'y a pas de méiose sans crossing over? Alors, c'est faux, pourquoi? Parce que dans le cas où on a deux génotypes, enfin, dans le cas où on a deux phénotypes, on vous dit que les gènes sont liés, mais il n'y a pas de phénomène de crossing over. Donc ça veut dire juste que le phénomène de crossing over n'est pas un phénomène obligatoire. Il y a des méioses qui vont se dérouler sans le phénomène de crossing over et des méioses alors que les gènes sont liés, les gènes sont liés et aussi d'autre part des méioses qui vont se dérouler avec le phénomène de crossing over. Alors je disais que c'est très important, pourquoi? Par exemple, on va prendre l'exercice du TD. Je ne sais pas si c'est clair, mais quand vous prenez l'exercice 2, quand vous regardez les effectifs à la fin, vous regardez que les effectifs sont de proche en proche, donc sont de proche en proche. Vous avez 235 et 252, vous voyez que les effectifs là sont plus élevés par rapport à d'autres effectifs, 79 et 72. Donc vous voyez que ici, ça montre déjà que les gènes sont liés, d'accord? Liés, pourquoi? Parce que vous avez 4 phénotypes, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, mais avec des proportions inégalement reparties, 2 à 2, c'est-à-dire que vous avez les deux effectifs le plus élevés, ça sera de type parent, et les moins élevés, ça sera de type recombiné. Donc, l'origine des recombinés ici, des nouveaux phénotypes, résulte de quoi? De ce phénomène qu'on appelle le brassage intrachromosomique ou le phénomène de crossing over. Et plus que le phénomène de crossing over, c'est un phénomène qui est vraiment rare, vous allez avoir des phénotypes avec des effectifs inégalement repartis. D'accord? Alors, si vous prenez l'exercice 3, on vous montre que lorsqu'on a fait le test cross, vous avez 4 phénotypes, hein, donc on est là, on a 4 phénotypes avec presque les mêmes proportions. Presque avec les mêmes effectifs, on a 156, 157, 153 et 159. Vous voyez que c'est proche, ces résultats. Alors ici, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Déjà, quand vous regardez, il y a 2 phénotypes de type parent. Voilà, on va traiter l'exercice là après, vous allez voir qu'on a 2 phénotypes de type parent, d'accord, et 2 autres phénotypes nouveaux, d'accord. Et ces phénotypes nouveaux, il faut l'expliquer l'apparition. On vous a dit que l'apparition de nouveaux phénotypes résulte de 2 phénomènes, soit un brassage interchromosomique, d'accord, qui va se passer avec les mêmes probabilités, les mêmes chances d'apparition, ou soit le brassage intrachromosomique, ça ne se passe pas avec les mêmes probabilités. Donc ici, dans ce cas-là, l'apparition de 2 nouveaux phénotypes, ici résulte du phénomène qu'on appelle brassage interchromosomique, et donc c'est pourquoi vous avez les phénotypes de type parent ou des nouveaux ont les mêmes effectifs. Donc ici on peut dire que les gènes sont comment? Les gènes sont indépendants. Voilà. Donc le test cross est beaucoup utilisé en génétique, hein. Vous pouvez donc parcourir votre TD, vous allez voir que c'est vraiment au centre des exercices. Alors mes amis, je voulais justement compléter quelque chose, une notion très importante. Quand on fait un test cross dans le cas du dihybridisme, on se dit que c'est pour chercher la localisation des gènes. Et donc on s'attend à 3 résultats. Le premier, on a 4 phénotypes. D'accord. Le deuxième, on a 2 phénotypes. Et le troisième, on a aussi 4 phénotypes. Dans le cas de 4 phénotypes, de le premier, là où nous sommes, on a dit qu'avec les mêmes pourcentages. C'est-à-dire que dans le 4 phénotypes, vous avez les 2 phénotypes de type parent, ça manque pas. Les 2 phénotypes qui seront là de type parent, d'accord. Et vous aurez aussi 2 autres phénotypes en fait. Et là, il faut expliquer l'origine de ce nouveau phénotype. Alors, on dit que ce nouveau phénotype ici résulte du brassage qu'on appelle
chromosomique. Comment est-ce qu'on a su? Parce que ici, dans le cas du brassage interchromosomique, mais ça se passe de façon équiprobable. C'est-à-dire que il y a, on va dire, les nouveaux génotypes, en fait, les nouveaux phénotypes qui vont apparaître, en tout cas, vont avoir les mêmes chances en fait d'apparition que celles en fait des parents. C'est-à-dire que les mêmes pourcentages. Voilà. Donc quand vous avez 4 phénotypes en fait avec les mêmes pourcentages, ben, on part du brassage interchromosomique. Ben, en ce moment-là, on dit en ce qui concerne la localisation que les gènes sont indépendants. D'accord? Alors, deuxième résultat. Nous avons deux phénotypes. 50%, 50%. Ces deux phénotypes, en fait, c'est seulement les phénotypes de type parent. Voilà. Ici, il n'y a pas apparition de type, des nouveaux génotypes, en fait. Il y en a pas. Des nouveaux phénotypes, il n'y en a pas. Donc, les deux phénotypes ici, c'est de type parent. C'est de type parent, c'est-à-dire vous avez les mêmes chances, 50%, 50%. D'accord? Et on dit que les gènes sont liés, mais il n'y a pas de phénomène de crossing over. Parce que s'il y avait phénomène de crossing over, on parlera de brassage intrachromosomique. Et quand on parle de brassage intrachromosomique, c'est généralement, enfin, ce brassage est généralement à l'origine d'autres phénotypes. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce brassage qu'on appelle intrachromosomique. C'est pourquoi on a juste deux phénotypes en fait de type parent. Maintenant, dans le troisième cas, en fait, on a 4 phénotypes. Donc, on a 2 phénotypes de type parent et 2 autres phénotypes de type recombiné. C'est-à-dire que c'est des nouveaux phénotypes mais qui résultent de ce phénomène qu'on appelait crossing over. Parce que là, c'est dit gènes liés avec crossing over. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que les effectifs en fait des nouveaux phénotypes dans ce cas ici, quand il y a crossing over, ces nouveaux phénotypes en fait présentent un effectif inférieur que de type parent? C'est parce que ce phénomène de crossing over, c'est un phénomène très rare, d'accord? Et donc, étant donné que c'est un phénomène rare, c'est ça qui explique le pourcentage moins élevé en fait des types recombinés ou de nouveaux, phénotypes, voilà. Différent ici parce que ici on parle de phénomène interchromosomique qui va se passer avec les mêmes chances. C'est-à-dire que la probabilité d'apparition des nouveaux phénotypes, c'est la même probabilité pour les types parents. Donc, les deux brassages en fait sont à l'origine de nouveaux phénotypes. D'accord? En dehors des phénotypes de type parent. C'est ça qu'on doit retenir. Que ce brassage inter- et intrachromosomique sont à l'origine de nouveaux phénotypes différents des phénotypes de type parent. Maintenant, dans le cas de interchromosomique, les nouveaux phénotypes ont la même chance d'apparition que les phénotypes de type parent. C'est pourquoi on parle de 25, 25, 25, 25, 25%. Et je vous ai donné l'exemple de l'exercice 2 de votre TD. Maintenant, dans le cas de brassage intrachromosomique, attention, les nouveaux génotypes n'ont pas la même chance d'apparition que de type parent. Pourquoi? Parce que le phénomène de crossing over, c'est un phénomène qui est très rare, qui conditionne donc l'apparition des nouveaux phénotypes. J'espère que c'est clair.